quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes étincelantes. Étincelante, chic, Me semble-t-il. n'est-ce pas? Ma chère Bernadette, dites-moi tout. Quelle Bernadette êtes-vous donc dans ce joli petit chemisier? Eh bien, aujourd'hui, ne vous fiez pas aux apparences, car je suis Bernadette, intrépide. Regardez la voiture. Voilà le Gatiganajo. Ça Je vais m'étonne dans le désert avec mon cheval, mon chapeau et au galop. Intrépide, Ah, Bernadette. je vous y vois. Ce roman s'appelle Hors la loi. Bernadette. Oui, je vous le dis. Dites-moi tout. J'ose toutes les folies aujourd'hui. Écrit par Anna North. Non. On m'a dit un jour que ça se faisait comme ça. Anna North. Voilà, Hors la loi, c'est un roman formidable, comme d'habitude. Je ne présente que des romans formidables. N'est-ce pas? Donc déjà, je vais vous planter le décor. Nous sommes vers 1894, les fins des années 1800, et nous sommes au Texas. Oh, Au Texas, imaginez-vous, au Texas. Texas. En fin 1800, chez Ada, et elle a une maman qui est sage-femme à l'époque, qui s'occupe donc de faire naître les enfants du village et des villages alentours. Ada va se marier à 17 ans et elle ne parviendra pas à tomber enceinte. Donc, à l'époque, vous vous en doutez, c'est très mal vu. Et sa mère, qui est assez avant-gardiste pour l'époque, qui connaît la médecine et donc dans un milieu très pieux où on va plus croire ses propres croyances que les choses physiologiques, eh bien, sa maman va lui dire, écoute, pour ne pas que tu sois prise en faute, je vais te trouver un homme que tu vas fréquenter en douce, avec qui tu pourras avoir des rapports et tu tomberas certainement enceinte de lui, mais personne ne le saura. Évidemment. Ni vu ni connu. L'eusse-tu cru? Eh bien, l'eusse-tu cru? Pas du tout. Parce qu'elle ne tombera pas enceinte de cet homme-là non plus. Évidemment, donc elle se rend compte qu'elle est stérile. Sa liaison va être découverte. Donc déjà, aïe, aïe, aïe. Et en plus de ça, une de ses meilleures amies qui était tombée enceinte va perdre son bébé. Donc, bon, Nous ne sommes pas épargnés. ça, plus ça. Pauvre Ada, qu'est-ce qui va se passer à l'époque? Elle va se faire accuser de sorcellerie. Ah oui, il faut bien trouver un coupable. Évidemment. Voilà, c'est plus facile à vivre pour les gens, malheureusement pas pour Anna, mais donc voilà. Et donc, elle va devoir, malheureusement, fuir. Elle va être emmenée en cachette dans un couvent pour être protégée par des sœurs. Et alors, dans ce couvent, c'est un couvent un peu particulier, donc c'est un roman qui est rempli de femmes formidables. Elle va avoir comme mission d'aller au sous-sol de ce couvent et d'y recopier des livres qu'on retranscrit en multiples exemplaires pour aller les distribuer et les vendre dans tout autre horizon. Il se fait qu'elle elle est en train de recopier un ouvrage sur justement les avortements et toutes ces questions très taboues à l'époque. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle est stérile. Donc, elle veut des réponses. Et donc, elle va aller voir la mère supérieure et elle va aller lui demander, elle a entendu parler d'un ouvrage qui se trouve autre part et elle va lui demander de pouvoir aller voyager jusque-là pour aller trouver cet ouvrage. Ce à quoi la mère supérieure lui dit, écoute, tu vas pouvoir le faire, mais pour ça, tu vas devenir une hors-la-loi. Et elle va aller rejoindre un groupe de malfrats qui est le groupe du Kid. Alors, le Kid, à l'époque, c'est la légende. C'est celui qui fait tous les méfaits. Et bon, ben voilà, elle part en calèche de nuit, elle va voyager, machin. Et il se fait qu'elle va arriver là-bas. Bon, il va devoir se faire accepter, il va y avoir des missions et tout. Et surtout, elle va se rendre compte, c'est ça qui est fou. Le Kid, finalement, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et alors, tous ceux qui l'entourent, eh bien, finalement, ce sont toutes des jeunes filles qui ont été rejetées, qui se sont enfouies, qui se coupent les cheveux, qui se façonnent autrement, qui se travestissent, et voilà, qui vont commettre plein de choses. C'est un roman passionnant, ça change, on est dans une autre époque, un autre univers, et en même temps, dans des choses très concrètes. Ça donne envie. Ouais, vraiment. De partir à l'aventure avec vous. Partons à l'aventure. Partons à Je vais vous l'aventure. lire, j'ai noté 3 extraits. C'est vous qui êtes gourmande, cette fois, Bernadette. Elle ne le disait pas, mais je savais ce qu'elle redoutait. Trop de bébés morts d'un seul coup. Les gens allaient chercher la sorcière. Carter, toujours vivante, était encore en âge d'avoir des enfants si elle avait pu en avoir. Mais on ne la voyait jamais. Elle se rendait rarement en ville et elle n'embêtait personne. Contrairement à moi,
qui avait provoqué un scandale récemment en étant chassée de chez mon mari et dont la stérilité faisait jaser. Toutefois, au bout d'une semaine, la maladie commença à refluer. Aucun autre enfant ne mourut. La rubéole, qui avait été si mortelle pour les bébés dans le ventre de leur mère, se révéla bénigne pour ceux qui étaient déjà venus au monde. Le saloon recommença à accueillir des clients. Les fidèles retournèrent à l'église. La quincaillerie et la banque rouvrirent leurs portes. Et puis un jour, maman rentra à la maison, le teint livide. Oula avait perdu son bébé. « Je ne savais même pas qu'elle était enceinte, dis-je. Maman ignora ma remarque. « Ils m'ont chassée, soupira-t-elle en secouant la tête. Ils ont fait venir le docteur Carlise pour s'occuper d'Oula. Si elle se vide de son sang, ça sera bien fait pour son idiote de mère. Pourquoi t'ont-ils chassée ?» Maman posa sur moi un regard rempli de lassitude et de tristesse, et je vis la réponse avant de l'entendre. « Oula affirme que tu lui as jeté un sort. Elle t'accuse de lui avoir fait perdre son bébé. Je n'ai pas vu Ulla depuis des mois. Peu importe, sa famille va t'accuser de sorcellerie maintenant. Et si les autres s'y mettent, le shérif ne pourra pas te protéger. » Je savais qu'il était inutile de protester. Je voyais que le temps m'était compté et le peu qu'il me restait me serait volé. Je protestais malgré tout. « Et tu disais que c'était à cause de la rubéole. Tu as toujours dit que la rubéole était dangereuse pour les femmes enceintes. Tu l'as expliqué à tout le monde. Pourquoi croient-ils que c'est de la sorcellerie ?» Ils veulent savoir ce qui a provoqué la rubéole. Peut-être que s'il y avait eu juste une femme ou deux, même trois, j'ai cru pendant un jour ou deux qu'on serait tranquille. Mais un nouveau décès, alors que les gens commençaient juste à reprendre leur souffle, ils voudront que quelqu'un paye, Ada. Et ils voudront que ce soit toi. Nous nous assîmes sur le lit que le papa de Bee avait offert à maman avant de la quitter durant le 3e mois de sa maladie. Il était 2 fois plus grand que le précédent, massif, en érable, à sucre venu du Vermont. Bee, Janie et Gésamine adoraient s'y entasser. Pourtant, il me faisait toujours penser à la maladie de maman quand je lui tenais compagnie la nuit, une fois que Bee était couchée, effrayée de me retrouver seule avec elle dans le noir, alors qu'elle était devenue presque une étrangère. Mais j'avais peur, si je la quittais des yeux, qu'elle renonce à se battre, qu'elle cesse de respirer comme elle avait cessé de s'habiller, de cuisiner et de se lever. Chaque soir, je m'endormais dans le fauteuil à côté du lit de maman, et chaque matin, au réveil, elle était comme la veille. Jusqu'à ce que, un beau matin, elle aille mieux. « Mais qu'est-ce que je dois faire alors ?» demandai-je. Elle coinça une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Je connais un endroit. Ça ne te plaira pas, mais tu y seras en sécurité. » 2e extrait. Depuis mon arrivée au couvent, je n'avais rien fait d'autre que d'obéir. J'avais lu la Bible et appris des dizaines de versets par cœur, y compris les Proverbes 31, alors que je ne pouvais pas devenir une épouse, ni un personnage noble, ni aucun autre personnage d'ailleurs. Tous les matins, je me levais avant l'aube pour traire les vaches. À matines, au laude et au vert, je baissais la tête et je priais. Ma cellule était propre et ma tenue impeccable. J'avais envie de faire remarquer à la mère supérieure que c'était un péché de haïr quelqu'un sans raison. Au lieu de cela, j'expliquais « J'ai fait quelques recherches. » Elle haussa les sourcils. « C'est ce que j'ai entendu dire. » J'ai lu le livre d'une sage-femme expérimentée qui s'est intéressée à mon état. Il se trouve qu'elle vit à Pagosa Springs. Et je m'obligeais à la regarder droit dans les yeux. « J'aimerais m'y rendre, ma mère. » « Pour quelle raison ? » ?»« Je veux savoir pourquoi je suis stérile. » »« Tu veux trouver un traitement ? » ?»« Non. Du moins, pas pour moi. Je veux juste comprendre. » »« C'est tout à ton honneur. Mais l'idée ne t'a pas effleuré que tu devrais plutôt mettre à profit les dons que t'a offert le petit Jésus pour comprendre les Écritures ? Ma mère, j'ai vu une femme être pendue parce qu'elle était stérile. Et si j'étais restée chez moi avec ma famille, j'aurais subi le même sort. Imaginez que les gens comprennent un peu mieux le phénomène de la stérilité. Pensez à toutes ces femmes qui pourraient continuer à vivre. La mère supérieure ôta ses lunettes. Sans elles, ses yeux étaient plus petits. Son visage paraissait plus âgé, plus doux. Elle se massa l'arête du nez. Et le dernier extrait. « Sauf votre respect, ma mère, je ne peux être la digne épouse d'aucun homme, pas même un hors-la-loi. » Elle esquissa un sourire. « Tu ne serais pas une épouse, sœur Ada. Tu deviendrais une hors-la-loi, toi aussi. » Elle se leva. Alors je l'imitai. « Je crois savoir que tu as déjà fait affaire avec le marchand de livres. Il peut te conduire là-bas si tel est ton souhait. J'ai entendu dire que ses tarifs étaient raisonnables.
Merci, dis-je, car je ne savais pas quoi dire d'autre. Ne me remercie pas. Ce n'est pas un service que je te rends. Et souviens-toi d'une chose avant de partir. Même si tu n'aimes pas ce couvent, tu y es en sécurité. Si tu vas à Hole in the Wall, tu ne seras plus protégé et tu deviendras un danger pour d'autres personnes. Je souris. Je ne pense pas être une menace. Emporte ton livre de prière. J'aimerais croire que nous t'avons enseigné quelque chose. Talo. Ça donne envie de rejoindre l'aventure. C'est trop mignon. J'ai hâte de le lire. Et vous, Bernadette, alors, quelle Bernadette êtes-vous dans ce chemisier étincelant de sérénité? Écoutez, ma chère Bernadette, je suis Bernadette fascinée. Alors, j'étais impressionnée en vous écoutant parler de voir à quel point mon roman résonne avec le vôtre. C'est à une autre époque, mais aux États-Unis aussi. Ici, on est dans un roman qui s'intitule Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson. C'est un roman que je n'ai pas pu lâcher. Il m'a emporté dans une histoire à la fois l'histoire des États-Unis et une histoire familiale, avec une enquête, à la fois une véritable enquête et une enquête aussi familiale, psychologique, des retours dans le passé. Donc je vais vous raconter un petit peu. Ici, c'est Roberta Dixit Bert qui nous raconte son histoire. Roberta grandit avec son frère Willie et sa petite sœur Pansy au Mississippi, en plein milieu du Mississippi. C'est des enfants un peu livrés à eux-mêmes, le père est hors la loi, la maman fait bien ce qu'elle peut pour s'en occuper. Les deux aînés sont roux, et la petite sœur Pansy, qui est née un petit peu plus tard, est une petite brunette, un petit peu, avec le teint un petit peu hâlé, et qui la chouchoute. C'est la chouchoute du papa, de la maman, et on ne sait pas exactement pourquoi. Un jour, ils partent dans l'ancienne carrière. Cette carrière est maudite. C'est une carrière où de nombreux esclaves ont été jetés. C'est les esclaves qui ont dû creuser cette carrière. C'est une carrière qui a été vraiment construite sur l'histoire américaine, sur l'oppression des Américains blancs sur les Noirs américains, et donc avec des morts, etc. Donc elle est dite maudite. Et ils n'ont pas le droit de s'y rendre. Ils s'y rendent tout de même, en plein été, enfants un peu désœuvrés, et Pansy disparaît. Berthe se retrouve toute seule autour de la carrière à appeler son frère qu'elle ne trouve pas. Elle ne retrouve pas sa petite sœur. Et voilà. Ça commence comme ça. La petite sœur disparaît, on ne sait pas ce qui lui arrive. Dans la carrière. En tout cas, ils quittent un petit moment la carrière pour manger des petits fruits. Ils reviennent, la petite sœur n'est pas là. Et Berthe se retrouve toute seule, elle a perdu son frère, ils retournent chez leur maman, et ça commence ainsi. Le frère et la sœur vont toujours vouloir savoir ce qui est arrivé à Pansy, donc le père ne revient jamais. Le père qui partait un petit peu faire cette petite malfaisance, d'habitude revenait toujours, il ne revient pas, il se retrouve seul avec la mère. Le frère est persuadé du coup que le père est lié à la disparition de la petite sœur, mais personne n'en sait rien. Et Berthe, qui à ce moment-là est une jeune préadolescente, va essayer de comprendre ce qui se passe. Elle voit sa maman qui tombe en dépression, son frère qui du coup d'un coup devient un homme et fait tout ce qu'il peut pour faire survivre cette famille. Et il y a un personnage absolument exceptionnel, Mamie Clem, qui est donc la maman du père, et qui est une femme qui justement pratique des avortements illégaux, accouche des femmes et fait des petits arrangements pour que les enfants soient placés dans des bonnes familles. C'est un personnage absolument fascinant, elle est merveilleuse, mais qui ne dit rien des secrets de famille. Elle va décider de prendre justement Berthe sous son aile, de la faire travailler avec elle, et c'est une façon pour elle de l'aider, de lui donner de l'argent, puisque la mère n'accepte aucune aide. Et ça va vraiment construire cette jeune fille, et un jour, il va se passer quelque chose qui vont faire que le frère et la sœur vont réaliser qu'il y a un petit indice qui les emmène en Floride, où ils pourraient peut-être revenir sur les traces de leur père et de leur sœur. C'est ainsi qu'ils partent en Floride, adultes. Voilà, et donc en fait, il y a aussi toute une description de la nature qui est absolument fascinante, que ce soit dans le Mississippi ou en Floride, avec les crocodiles, etc., des odeurs. Une enquête familiale. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette petite fille, on va finir par l'apprendre, il n'y a pas de... Voilà. Et en même temps aussi, toute une enquête sur l'histoire américaine, puisque Mamie Clem a vécu à une autre époque, il y a les souvenirs qui arrivent, et sur, comment est-ce que la ségrégation a brisé des familles entières, comment est-ce que le fait justement d'avoir une goutte de sang noir à un moment pouvait complètement chambouler la vie d'une famille. Et c'est terrifiant. C'est vraiment absolument terrifiant, mais c'est aussi des histoires de femmes magnifiques. Et voilà. Et c'est beau. Et c'est vraiment... Enfin, je vous le conseille. Vous n'allez même pas le conseiller, je le prends directement, mais lisez un extrait, mais je le prends directement. Ah, mais écoutez, vraiment, là, je suis sûre que l'eau démarrait à la... Ah, mais je suis persuadée que vous allez Je vois l'eau démarrer. Ah, mais oui, mais buvez, plongez avec moi. Plongez dans cette carrière, c'est vraiment splendide. Et l'écriture est... Voilà. Donc, je vais vous lire la fin, ce qui est assez original, je fais ça rarement. Vous me spoilez mon... Sans spoil. Sans spoil. Sans je peux le prendre sans... Vous pouvez le prendre comme ça. Alors, je vous l'accorde.
Mamie Clem semblait plus faible chaque fois que nous parlions, et j'appelais plus souvent pour m'assurer qu'elle était vivante. J'ai convaincu Cheryl de faire un voyage à White Forest à la saison humide quand tu aurais 1 an. Il n'y avait pas beaucoup de touristes à ce moment-là, et je savais qu'Iggy pourrait se passer de moi et la supérette d'elle. Nous avons roulé pendant 2 jours, refaisant à l'envers la route que j'avais prise avec Willie 3 ans plus tôt. Tu étais une petite voyageuse parfaite. Tu dormais beaucoup, et ta maman et moi chantions des chansons idiotes de notre enfance. Personne ne m'aime, tout le monde me déteste, alors je vais manger des vers. Et ils ont construit le navire Titanic. Des chansons sur l'isolement, la mort et la tragédie, sur des mélodies joyeuses. Et je me suis demandé comment nous pouvions transmettre une telle tristesse. Mais tu riais et tapais dans tes mains pour en réclamer davantage. Mamie Clem a été tellement heureuse de te voir. Elle a dit que ça se voyait que tu avais été mise au monde par des mains expertes et aimantes. Elle t'a pris sur ses genoux et t'a bercé jusqu'à ce que tu t'endormes. Elle t'a murmuré des histoires à l'oreille, et j'ai tendu le cou pour les entendre. Elle avait l'air plus frêle et plus mince, mais elle était un peu plus vivante. Le soir, pendant que tu dormais à côté de ta mère, Mamie Clem et moi avons bavardé en buvant du thé. Je lui ai montré le cahier avec les histoires. Elle a passé la main sur les pages recouvertes d'encre et ses yeux se sont remplis de larmes. Merci de partager ça avec moi, a-t-elle dit. Ce n'est pas facile pour moi de parler de cette époque quand ton père était petit. On a perdu tellement. Je lui ai raconté que j'avais commencé mon propre cahier d'histoire, un carnet tout neuf avec mes souvenirs de notre enfance et le récit de notre voyage en Floride. Ma mémoire était comme une série de grottes reliées les unes aux autres, chacune contenant un fait nouveau et surprenant. Plus j'écrivais, plus j'en savais. C'est comme ça, la mémoire, a-t-elle commenté. Je lui ai demandé si, d'après elle, Fern aurait fait une bonne mère. La meilleure, je n'ai aucun doute là-dessus. Elle t'a offert une poupée de chiffon qui sentait le citron. Elle a précisé que la poupée avait un cœur magique qui te protégerait et te rendrait heureuse. Elle nous a serrés toutes les 3 dans ses bras avant que nous repartions. Moi, toi et ta mère. Je comprends à présent pourquoi Mamie Clem m'avait caché tant de choses. Elle n'avait pas voulu reconnaître que nous n'étions pas du même sang, mais je savais que ça n'avait pas d'importance. Nous étions une famille tous. Pour le meilleur ou pour le pire, nous étions liés. J'ai vu un rideau bouger en passant devant le trailer de Chester et j'ai aperçu son visage derrière la fenêtre crasseuse. Il a posé une main sur la vitre et j'ai agité la mienne pour lui faire au revoir, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous sommes passés devant l'ancienne maison de maman et papa avant de quitter la ville. Ta mère voulait voir où ton père avait grandi, mais j'ai refusé de passer à l'endroit où Pansy avait disparu devant l'ancienne carrière. Il n'était jamais rien sorti de bon de ce terrain. Il n'était jamais rien sorti de bon de ces eaux, de ces rochers ou des bois qui l'entouraient. C'était un lieu pour les fantômes et les esprits, un endroit où le passé vit pour toujours, mais ce n'est pas un endroit pour toi. Je te dis tout ça parce que je ne veux pas que nos secrets se noient. Ton papa sortira de prison vers le moment où tu commenceras l'école. Tu ne le connaîtras pas. Aller lui rendre visite 1 fois par mois ne sera en rien comparable à l'avoir à la maison tous les jours. Je soupçonne que tu vas lui en vouloir d'avoir manqué tant de choses. Essaie de lui pardonner. Il fera de son mieux pour bien s'occuper de toi. Tu auras une belle vie si tu le souhaites. Tu voyageras. Tu liras des livres. Tu rencontreras des gens qui parlent d'autres langues. Tu mangeras de la cuisine exotique. Tu accoucheras dans des hôpitaux où des médecins et des infirmières veillent à écarter toute infection. Tu croiras en Dieu. Tu croiras en la science. Tu croiras au diable, aux monstres et aux contes de fées. Tu croiras aux extraterrestres et aux conspirations gouvernementales et à la perception extrasensorielle. Tu iras voir des diseuses de bonne aventure, des prêtres et des professeurs. Tu te mettras à la pâtisserie. Tu écriras de la poésie. Tu chanteras dans un groupe. Tu chercheras la vérité et la raison pour laquelle le monde n'a pas de sens. Quand des bombes font tomber des bâtiments, quand des tyrans sont élus, quand des amis se pendent, quand des bébés meurent parce que personne n'a pris la peine de les nourrir. Tu transporteras avec toi la malédiction de la carrière et les secrets des marais, des rivières et de l'océan. Je t'apprendrai à faire du kayak. Tu seras contente d'avoir mal aux épaules après une longue journée à pagayer. Tu ne te perdras jamais sur l'eau car l'eau fait partie de toi. Mais peut-être un jour rameras-tu très loin et tu te retrouveras au bout du monde, là où vivent les alligators et les crocodiles, où nagent les lamantins, où tournent les requins, où jouent les dauphins, où les morts marchent à travers la mangrove. N'aie pas peur. Tu es issu d'esclaves dans les champs de coton et de riches planteurs, de prêcheurs et d'aides cuisinières, de guérisseuses et d'assassins, de menteurs et d'honnêtes gens, d'intolérants et d'opprimés, de monstres et de saints. Tu es issu de l'eau, de la terre et du sang. Et un jour, tu les sentiras peut-être qui t'observent, ces créatures tapies derrière les arbres, cachées dans l'eau, pointant à l'horizon, ces créatures qui vivent sous les sables mouvants, au-dessus des nuages sombres, au-delà des étoiles. Mais je te le dis, ce ne sont pas des bêtes, des fantômes ou des extraterrestres venus lire tes rêves. Ces yeux que tu sens, qui t'observent, ce sont les yeux des gens de ta famille. Ils ne te veulent aucun mal. Je suis captive. C'est captivant et tellement bien écrit.
Je vous le conseille. Je vous propose d'échanger nos livres, de voyager. Mais je vous le vole, Bernadette. Ouais, moi je vais partir. Je m'en vais lire. Au revoir, je n'ai plus le temps. Au revoir, Au revoir, Bernadette. Au Bonne revoir. lecture. Adieu.